Chers compatriotes, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, de là où vous vous trouvez et de là où vous nous recevez. Bienvenue dans ce test, notre premier test podcast Mémoire RDC. Et aujourd'hui, on va se permettre d'aborder, comme on l'a annoncé précédemment, dans la rubrique Point de vie de Mémoire RDC, on va aborder un sujet d'actualité. Oui, un sujet d'actualité. Et ce sujet d'actualité, c'est en rapport avec la présence des troupes rwandaises à Goma, dans le Kivu précisément aussi. L'occupation et pour dire aussi la présence du M23 à Goma, accompagné par une unité militaire spéciale de force rwandaise qui aurait rendu cela possible. Alors, dans l'entrée DG, on va vous communiquer le petit titre de ce qui sera notre sujet aujourd'hui pendant quelques minutes. Et chaque soir, on va essayer de lancer un space Twitter pour essayer de discuter pour ce qui a été le point communiqué par Mémoire RDC. Si la journée, si le soir, ça fera un petit sujet de débat et d'échange entre nous, Mémoire RDC, bien sûr, et compte de JRS Brad Bagoti Nyembo Soumaïli, qui l'alimente, et son équipe, et vous aurez à échanger avec nous sur chaque point d'actualité qu'on aura à communiquer avec vous le jour suivant ou soit pendant la semaine dès que cela sera fait. Donc dans l'entrée des jeux, on va vous passer le titre du jour lié à l'actualité. Le titre est celui-ci: Goma ou la tragédie d'un mythe. 2 points. Le président Félix Tshisekedi face à l'archipel du chaos rwandais. Voilà les titres d'aujourd'hui. Et on va commencer notre podcast. Disons ceci. Par-delà des collines de Nyiragongo, là où les silences de mort côtoient l'écho des trahisons diplomatiques. Donc, nous sommes dans le Nord Kivu précisément, où la ville de Goma est tombée entre le vent de forces rebelles du M23. Pour nous, la ville n'est pas tombée. Elle a été livrée. Oui, livrée à la géopolitique vorace d'un voisin dont l'ambition expansionniste, notre voisin, nous, le Rwanda, avec son ambition expansionniste contenue depuis 3 décennies sous le vernis de la réelle politique, s'est remise en marche au rythme martial du M23. Oui, ambition d'un voisin expansionniste, oui, mais il y a aussi la responsabilité de la classe politique congolaise, car de l'intérieur comme de l'extérieur, l'élite congolaise a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Car aussi, à suivre certains frères rwandais d'espèce
organisés ici sur Twitter, de space organisés en dehors de Twitter, voire sur TikTok. Certains de nos frères voisins revendiquent les Kivu comme des terres de l'ancien royaume rwandais. Et d'ailleurs, on va plus loin avec cette histoire entre la Belgique et l'Allemagne, où certaines choses se disent à travers, en vérité, en contre-vérité, sur ce que a été le Kivu avant l'arrivée des Hommes Blancs. Certains de nos amis rwandais revendiquent ces terres comme des terres revenant au royaume du Rwanda. Et ils vont aller plus loin en communiquant des noms comme Mikeno, Nyiragongo, Nyamulagira, Virunga et j'en passe comme des noms d'origine rwandaise, voire même Sabinho. Nous avons connaissance de l'histoire et on peut affirmer ici que ça reste discutable, pour ne pas dire que c'est faux. Voilà. On disait ceci. La ville de Goma a été livrée à la géopolitique vorace de notre voisin dont l'ambition expansionniste, contenue depuis 3 décennies, sous le vernis de la réelle politique, serait mise en marche au rythme martial du M23. Rappelons que Goma n'est pas une simple ville. C'est un symbole de tout un peuple, le Goma-Tracien. Goma, c'est une citadelle morale d'un peuple congolais qui s'est battu hier, qui continue à se battre aujourd'hui contre la liquidation de sa souveraineté dans l'indifférence totale de la communauté internationale, dans l'indifférence totale de Kinshasa, dans l'indifférence gênée d'ailleurs d'un monde diplomatique devenu simple spectateur. Le grand point ce soir est celui de savoir pourquoi une phase de trop. Oui, une phase de trop quand la rhétorique présidentielle devient casus belli. D'autres diront colis belli. Nous pouvons frapper Kigali à partir de Goma. À partir de Goma, Tokoki toucher Kigali wana. Déclarer, lancer, aurait dû le président Félix Tshisekedi Tshilombo dans un moment de bravoure. Aujourd'hui, on peut se le dire, mal bordé. Des jactances guerrières sont le poids stratégique qui l'accompagne. Cette parole ne pas rester vaine dans le labyrinthe de la géométrie régionale, car cette parole a franchi un Rubicon symbolique. Et pour Kigali d'ailleurs, qui mourait d'appétit pour envahir les Congos, parce qu'il a toujours fait par procuration en utilisant certains Congolais pour justifier cela. Mais cette fois pour Kigali, cette parole, elle a constitué un alibi parfait. C'était un levier pour Kigali, j'ai dit, un levier discursif, mobilisable pour justifier une opération déjà préparée depuis très bien longtemps. Mais de l'autre côté, qu'on se le dise, parce qu'il y a de vérités historiques, il y a des non-dits du côté allemand, du côté belge, en rapport avec les terres du Kivu. On peut se le dire. Est-ce cette simple déclaration du chef de l'État congolais aurait provoqué une guerre? Est-ce cette mégarde ou soit erreur diplomatique aurait provoqué une guerre? La réponse elle est non.
peut-être aussi oui. Mais une chose est sûre, cette déclaration maladroite du président congolais Tshisekedi a offert aux fins stratèges militaires rwandais un levier de légitimation dans les théâtres d'influence pour consolider leur présence indirecte ou directe, vieille d'ailleurs, une présence qui date, une vieille obsession de Paul Kagame depuis l'ère AFTL de pouvoir occuper les Kivu. Disons que le Rwanda n'a pas changé, parce que la guerre maintenant se fait sans ennui, l'expansion elle est sans gêne. Le Rwanda a tout ajusté. Il a juste ajusté, permettez la tautologie, son modus operandi. Celui du harpon géopolitique, joué sur les leviers ethno-militaires bandis par procuration, hier sous la casquette du AFDEL, puis vint les RCD avec toutes ses factions, le MLC de Jean-Pierre Bemba, puis vint les CNDP de Laurent Kunda, les locaux du FES, les jeunes Seroufoli, vint le 1-23 de Bosco Taganda, vint le 1-23 de Makenga, et aujourd'hui, encore avec Makenga, tous mus par une seule idéologie guerrière fondée sur la victimisation ethnique des Tutsis congolais, qui, entre parenthèses, seraient discriminés. Natif des Goma, j'ai grandi, j'ai fréquenté avec des amis rwandophones, Tutsi comme Hutu, voire le Banyamulenge. Mais ces derniers devenus aujourd'hui des instruments d'une extension territoriale larvée. Ce que Kigali poursuit, ce n'est pas la sécurité, on le sait tous. C'est l'Interland. Ce n'est pas la paix non plus. C'est le contrôle du corridor géoéconomique reliant les Kivu aux circuits financiers mondiaux. Et d'ailleurs, chaque rébellion n'a qu'un costume taillé sur mesure pour les intérêts rwandais du président Kagame. Alors, les négociations multiformes, Doha, Luanda, Nairobi, Doha d'ailleurs sous les offices de Washington, tous apparaissent comme de mascarades diplomatiques répétées avec une ferveur hypocrite. Aucun de ces processus n'a intégré sérieusement l'élément fondamental de la crise qui sévit pendant plus que, ou soit, comment dirais-je, plus, ça fait plus de 3 décennies, qu'est-ce que ça veut dire dans l'Est de la RDC. Le peuple congolais n'est pas intégré. Les problèmes sociétaux ne sont pas intégrés. La RDC n'est pas un territoire neutre, on doit se le dire, c'est un État agressé. Or, les médiations se sont toujours construites par un faux équilibre. Un faux équilibre, j'allais dire, moral, mettant sur le même plan un État légal et ses agresseurs. Et aujourd'hui, ce qui est encore insultant, troublant, c'est qu'un État légal et une rébellion sont sur la même table. Or, la rébellion illégale, instrumentalisée par un pays voisin, bien identifié, le Rwanda. Et dans tout ça, on ne parle pas encore de l'Ouganda, car concerné aussi directement. Disons que Doha, sous la houlette du Qatar, a offert à la rébellion du M23 une légitimation internationale déguisée en ouverture au dialogue. Washington, quant à lui, dans une lecture sécuritaire post-ukrainienne, veut pacifier l'Est pour sécuriser l'approvisionnement en cobalt
dissimulant d'ailleurs un opportunisme économique. Oui, opportunisme économique derrière une neutralité humanitaire. Tandis que, et pour parler du Rwanda, avec João Lourenço, qui d'ailleurs a jeté l'éponge, et celui de Nairobi, et ceux de Nairobi, sont devenus, de par le vent de la duplicité, les Rwandais siègent en costume 3 pièces, pendant que ces militaires, ces troupes, franchissent les frontières entre Ri et Godio sur le sol congolais. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, médiateur des temps de paix sous le président Joseph Kabila, ressurgit comme un fantôme du dialogue passé. Son retour dans les cercles des négociations nous rappelle aujourd'hui l'époque où l'autorité de l'État congolais, incarnée bien sûr dans l'efficacité opérationnelle du colonel Mamadou Derès Mémoire, encore sous ordre du général Didier Toumba, chef d'état-major, ont pu contraindre le 1-23 à la reddition. Mais, disons-nous, à l'époque, la RDC disposait d'une ligne claire politique, une armée encore commandée, un État volontaire et une stratégie nationale de restauration territoriale. Aujourd'hui, malheureusement, cette équation a volé en éclats, laissant derrière elle la scène à une rhétorique de souveraineté sans muscle, à des alliances étrangères mal ficelées comme celle des l'EAC qu'on a tant critiqué ici, et à une diplomatie congolaise à surchauffe verbeuse mais sans ancrage stratégique qu'on a tant vanté ici des diplomaties agissantes. Mais les résultats sont là devant nous. Alors, il y a eu beaucoup de désaccords de paix, mais l'échec s'est imposé en gommant la justice, il faut se le dire. Et c'est ça la vérité. Disons, rappelons d'ailleurs, les accords signés à Luanda ou à Nairobi se sont construits sur l'hypothèse que tous les acteurs ont un intérêt à la paix. C'est que faux. Oui, c'est faux. On les confirme ici, car le Rwanda a un intérêt pour l'instabilité contrôlée. Celui-ci lui permet de maintenir une mainmise sur les ressources minières congolaises tout en s'imposant comme un partenaire incontournable dans les dispositifs sécuritaires de l'Union européenne et des États-Unis en Afrique centrale. Et cela d'ailleurs profiterait à certains politiques véreux et traîtres de l'État, qui sillonnent d'ailleurs encore au niveau de Kinshasa et d'autres aujourd'hui dans les rats de rebelles. Cet accord ignore une réalité fondamentale. On ne pacifie pas un territoire en désignant des bourreaux comme des interlocuteurs de paix. Ils occultent la dynamique sociale, les frustrations communautaires, la trahison des élites locales et surtout la colère sourde d'un peuple humilié, déplacé, affamé, dont le village ont été saccagés, rasés, brûlés, et les filles comme les mamans violées, voire des enfants tués. C'est ça l'histoire de l'Est et nous l'avons vécu. Face à cette errance stratégique, le pacte social pour la paix et la réconciliation proposé par l'Église, notamment la CENCO et l'ECC, apparaît aujourd'hui comme une lueur d'espoir. Oui, bien qu'imperfectible, non parce que, et le miraculé bien sûr, mais parce qu'il apparaît, en fait, j'allais dire, parce que ce pacte, il part de la base. Pourquoi la base? Je vais bien dire ici, la reconstruction de la confiance sociale. Ce pacte
amène tous les enfants du Congo sur la même table. Tabula rasa. On va se rappeler de ça. Ce pacte propose aux Congolais de faire table rase, de mettre les égos de côté, se parler entre eux et trouver de solutions. Ce pacte attend, je dis bien, révaloriser la dignité nationale, réhabiliter la vérité comme le fondement de la paix et rompre avec les cycles perpétuels des compromis diplomatiques vides. Et les Congolais doivent s'approprier ou se réapproprier ce pacte proposé par l'Église, car en ce moment, c'est l'unique issue de sortie profitable à tout Congolais politique comme nos politiques militaires et civils pour arriver à bon port. Il ne s'agit plus ici seulement de sécuriser un territoire, mais de réconcilier une nation avec elle-même, de déférer les frustrations, le mémoire et les espoirs. Ce pacte de l'Église est la seule alternative à la somalisation rampante du Kivu. Oui, ça te plaît, que cela te plaise ou soit fâche certains, c'est ça la réalité. Ce pacte est primordial en ce moment et Kinshasa doit réapprendre à faire confiance à l'Église pour ce pacte, car hier, l'actuel président de la République était aux côtés de la Senko et il ne va jamais nous dire le contraire, car il sait encore les valeurs que garde l'Église, pas pour le pays, mais il a, on ne dira pas il a intérêt, c'est un peu mal poli, mais il devrait faire confiance à l'Église pour arriver à bon port. D'où, dans notre conclusion, par rapport à cette occupation, la tragédie des Goma est moins une fatalité militaire qu'un échec politique. Elle est juste une conséquence d'un État très hésitant, ou soit trop hésitant, d'une diplomatie trop molle, selon moi, ça n'engage que moi, et d'une élite trop compromise. Oui, on a une responsabilité, l'élite congolaise, parce qu'on a laissé faire le mal. On a laissé faire. On a été spectateur. Il faut agir maintenant. Le président Félix Tshisekedi, en brandissant la menace de frapper Kigali, a touché une corde sensible, sans jouer la partition. Il faut le dire. Il a crié que le mot suffisait à cette époque-là à penser le blé. Mais dans l'Est du Congo, actuellement, ce ne sont pas les mots qui parlent. C'est de morts que la République compte. Les Congolais sont tués chaque jour dans la partie occupée par la rébellion, comme dans la partie contrôlée par Kinshasa, le gouvernement. Alors, tant que le Congo, la RDC, n'affirmera pas avec force que sa souveraineté est non négociable, tant qu'elle ne portera pas ses propres récits au lieu de subir ceux des autres, tant qu'elle ne cessera pas de confier sa destinée à des médiateurs qui ne parlent jamais un Lingala, Chiluba, Kikongo ni le Swahili, elle demeurera une démocratie en sursis sur les champs en ruine. D'où il est important de commencer à régler les problèmes internes, facteurs endogènes, avant d'aller parler avec l'extérieur, donc régler les facteurs exogènes. La maison brille, éteignons la fée d'abord de l'intérieur. Notre conclusion d'aujourd'hui pour ce premier test podcast, on finira par dire ceci: le Congo n'a pas besoin d'une paix importée, mais plutôt d'une nation reconstruite. Vive la République, vive la RDC, que Dieu nous garde au prochain numéro. Mémoire RDC par Jires Brad Bagoti Nimbo Soumaïli. Bonne soirée chez vous et très bon début de semaine.